36, réfléchissons à ce qui se passe au Proche-Orient. Encore une fois, on est là pour regarder les faits. Nous n'allons pas supputer sur ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, 3 mois. D'ailleurs, nous n'en savons rien. Et personne n'en sait rien. Et tout ce qui est dit ici ou là ne doit pas être retenu. Bien, la réalité, elle est où ? La réalité, c'est que Israël a demandé à 1 100 000 personnes de Gaza de quitter le nord de Gaza et d'aller vers le sud, vers la frontière égyptienne. Les Égyptiens qui aident, qui acceptent de porter une aide à la population de Gaza, mais qui ne veulent pas, surtout pas, voir les Gazaouis arriver chez eux. Bon, ça c'est la réalité. La réalité, c'est que le risque humanitaire est grand. Et d'ailleurs, l'ONU l'a dit. Samantha de Bendern, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Samantha de Bendern, qui est une chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales, qui est une spécialiste de l'OTAN, de l'Union Européenne, qui connaît bien ces jeux politiques internationaux. Samantha de Bendern. L'ONU qui avertit Israël qui répond à l'ONU en disant occupez-vous de ce que vous devez vous occuper. Le risque humanitaire est grand, Samantha de Bendern. Alors, le risque humanitaire est grand et il y a surtout un risque énorme de voir s'empirer le clivage qui existe déjà entre ce qu'on pourrait appeler l'Occident et les pays qui sont en train d'avoir une coalition anti-Occident qui s'est formée et s'est intensifiée avec la guerre en Ukraine et qui maintenant va encore voir le monde se diviser en deux. Le monde, on va dire, que l'on peut appeler démocratique, libéral d'un côté, qui est incarné par les États-Unis et le reste du monde qui trouve que les États-Unis, les Occidentaux sont hypocrites quand ils appellent, par exemple, à des cessez-le-feu et au droit humanitaire en Ukraine. Parce que ce qui se passe ici, et le défi terrible auquel Israël est confronté, c'est d'éradiquer Hamas, qui a commis des actes terroristes d'une violence absolument encore impossible à vraiment désirer sur le territoire israélien, et se conformer au droit de la guerre. Oui. Et là, c'est un défi qui est quasiment... si Israël est à la hauteur de ce défi, eh bien, ça pourra ouvrir vraiment une voie pour une paix dans le Proche-Orient. Mais si Israël, malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les populations civiles de Gaza, eh bien, là, je crois que nous sommes partis pour des années... Oui. Et des années et une répétition générationnelle. Oui, le risque. De la violence. Ce que vous voulez dire, Samantha de Bendern, c'est que le risque est très grand. Le risque est immense dans cette opération. Le risque est immense et ni l'ONU, ni l'OTAN, ni l'Union européenne ont eu une voix depuis le début de cette conflagration. On voit les États-Unis qui prennent les devants. Blinken, qui est aujourd'hui fait une grande tournée du Moyen-Orient, l'Europe quasi invisible. Nous avons Macron, nous avons les Britanniques qui sont les voix européennes, je pense le sens du continent européen, qui ont eu la plus grande résonance. Mais toutes les instances multilatérales sont absolument absentes de l'échiquier, on va dire diplomatique, dans cette situation. Bien. Avec nous aussi, Samantha de Bendern, Didier Billion, qui est politologue français, géopolitologue, spécialiste de la Turquie, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, directeur adjoint de l'IRIS. Didier Billion, bonjour. Bonjour. Didier Billion, vous avez écouté Samantha de Bendern. Oui, le risque est immense. Pris par Israël, le risque pour Israël, mais le risque pour le monde, pour cette région et même pour le monde. Clairement, je pense, moi, j'utilise très rarement le terme d'historique. Mais nous sommes dans une période et un moment historique. Il y aura un avant et après le 7 octobre. Oui. Au-delà de l'émotion terrible devant ce que l'on constate, devant le nombre de morts de l'opération du Hamas de samedi dernier, je suis évidemment très inquiet par la réaction mise en place par le gouvernement israélien. Je comprends totalement
qu'un gouvernement ne puisse pas rester les bras croisés devant l'ampleur, devant la sidération qui a affecté Israël. C'est une certitude. Mais quand j'entends le ministre de la Défense expliquer que les Gazaouis sont des animaux humains qui seront traités de cette façon, je suis choqué. Et plus que choqué. Je condamne ce type d'expression. Et surtout, comme cela a été rappelé tout à l'heure, quand j'entends les autorités israéliennes qui demandent à plus d'1 million de Gazaouis de partir de chez eux, alors que nous savons que d'ores et déjà, il y a 10% de la population gazaoui qui n'a plus de quoi s'abriter. Ça veut dire à peu près 250 000 personnes. Et on leur dit partez, mais partir où ? Nous savons que la frontière nord avec Israël, bien évidemment, est fermée. Nous savons que la frontière sud avec l'Égypte est aussi fermée. Les Égyptiens ne veulent pas des Gazaouis. Absolument. Et donc, c'est une sorte de provocation et de spirale infernale qui est devant nous. Et puis, si cette opération terrestre a lieu, honnêtement, il y a encore 3-4 jours, j'en doutais. Parce qu'il y a le paramètre des otages. Je pense qu'au vu des déclarations des autorités israéliennes, les dernières, eh bien, il va y avoir une opération terrestre. Comprenons ce qu'est Gaza. Gaza, c'est l'endroit du monde où la densité de population est la plus importante. Ne croyez pas qu'à Gaza, il y a de grandes avenues où les chars d'assaut vont pouvoir se déployer. Non, ça va être un combat rue par rue. Les gens du Hamas connaissent parfaitement leur territoire, leur ville, ils le quadrillent. Nous savons qu'il y a... Un territoire mité. Absolument, il y a les tunnels, etc. Des tunnels, des souterrains partout. Donc, tout cela est infiniment préoccupant. Je pense que ce qu'on appelle le droit de la guerre, mais qui est constitutif du fonctionnement des déclarations constitutives de l'ONU, vont être foulées aux pieds. Et donc, on est dans une situation où, par ailleurs, et c'est là où je vous rejoins, c'est un enjeu international désormais. Parce que j'étais très attentif à ce que disait précédemment Samantha, nous retrouvons schématiquement les mêmes lignes de fracture internationales qu'à propos de la guerre en Ukraine. Nous avons d'un côté le monde occidental qui s'est regroupé, qui est sur l'Ukraine très sévère, très à l'encontre de la Russie, qui a voté des sanctions, mais comprenons que la grande majorité de la planète n'est pas sur la même longueur d'onde. Et qu'en plus, c'est-à-dire, c'est ce mouvement de désoccidentalisation, tel qu'on l'appelle maintenant. Et à propos de la Palestine, comprenons bien que pour nombre d'États du Sud, c'est un symbole du deux poids, deux mesures. C'est un symbole de l'inégalité avec laquelle les puissances occidentales traitent les questions internationales. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais observer juste une petite page de pub et la dimension religieuse en plus qui se greffe là-dessus. On va en parler dans un instant. Il est 9h44. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Le point sur le conflit entre Israël et le Hamas, je ne vais pas dire Israël et la Palestine, c'est Israël et le Hamas. Le point sur ce conflit, il y a une dimension, on en parlait avec Didier Billion là, pendant la pub, Samantha de Bendern, il y a une dimension religieuse qui se greffe sur ce conflit. Oui, mais c'est une dimension religieuse qui existe depuis des décennies et c'est ça aussi qui est très dangereux pour nous en Europe et surtout en France, c'est que c'est une dimension religieuse islamiste. Et si nous allons, je pense que malheureusement dans les jours, les semaines et peut-être sans doute les mois à venir, nous allons voir une guerre urbaine terrible à Gaza. Et juste avant de revenir sur la question religieuse, si on pense, un parallèle qui me vient en tête, c'est Mossoul, la prise de Mossoul. Quand les forces irakiennes ont voulu se débarrasser de Daesh à Mossoul. Ça leur a pris 9 mois, avec au moins 11 000 civils de tués. Qu'est-ce que nous allons voir à Gaza si on pense à un contexte de guerre urbaine qui est la seule qui me vient en tête de mémoire récente. Pour revenir à la dimension religieuse, pendant cette guerre que nous allons voir, je le crains, à Gaza, les Israéliens auront le soutien de l'Occident. Que va-t-il se passer dans les communautés radicalisées en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne? Comment vont-ils réagir? Quelle est la menace terroriste qui va peser sur nos communautés avec cette dimension religieuse? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant.
Didier Billon, la dimension religieuse, oui, on vient d'en parler, elle est évidente, même si c'est un conflit armé aujourd'hui, après, bon, mais politique, très politique. Regardons la géopolitique locale, régionale, je dirais. Le Hezbollah, vous connaissez bien tous ces mouvements et bien cette région du monde. Le Hezbollah, pour l'instant, ne réagit pas vraiment. L'Iran pousse pourtant. Même s'il faut faire attention, parce que derrière les mots, il y a les actes. Et les actes, pour l'instant, ne sont pas là. Didier Billon, comment regardez-vous la situation ? Alors, tout d'abord, sur l'Iran, oui, il y a eu des déclarations qui sont assez inquiétantes et que nous devons prendre en compte. Et il faut bien comprendre qu'en Iran, aujourd'hui, ce sont les plus durs qui sont au pouvoir. Oui. C'est le produit des décisions de Trump quand il a dénoncé l'accord sur le nucléaire. Oui. Évidemment, les plus ultra en Iran ont repris le pouvoir. Majorité au Parlement, ils tiennent la présidence de la République islamique et bien sûr le guide lui-même est un dur. Je ne crois toutefois pas, au-delà des déclarations, qu'on ne doit pas prendre à la légère, mais je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'Iran de se projeter dans un conflit armé. Toute la préoccupation aujourd'hui de l'Iran, c'est d'être réintégré dans le jeu régional et international. C'est infiniment compliqué, mais leur intérêt n'est pas d'aller à la guerre. Et puis, par ailleurs, en ont-ils les moyens militaires, ne serait-ce que militaires ? Je n'en suis pas convaincu. Quant au Hezbollah, nous connaissons sa proximité évidente avec l'Iran. Pour autant, j'ai toujours considéré que le Hezbollah avait avant tout un agenda politique national. En d'autres termes, pardonnez la trivialité, le Hezbollah n'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon devant les ordres de Téhéran. Et le Hezbollah a aussi beaucoup à perdre. Alors, il y a une déclaration des responsables du Hezbollah dès dimanche dernier. Ils ont dit, pour l'instant, limitons les échanges armés. Ils le disent en ces termes. Il y a eu quelques échanges de roquettes, mais très secondaires, malheureusement avec quelques morts. Néanmoins, dit le Hezbollah, s'il y a une opération terrestre, et on en prend le chemin, alors nous prendrons les décisions adéquates. Donc c'est une menace à peine voilée. Et on ne peut pas exclure non plus le fait que le Hezbollah, s'il y a une intervention militaire israélienne, décide de hausser le niveau d'attaque ou de riposte militaire contre Israël. Donc Israël serait sur deux fronts. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais écoutons ce qui se dit. Et écoutons les faits, encore une fois, écoutons ce qui se dit. Samantha de Bendern, il y a aussi le problème des otages. Les otages, des discussions sont en cours, c'est évident. Moins on en sait, et mieux c'est. Pour les otages, discussion avec des pays intermédiaires qui pourraient jouer un rôle, la Turquie, le Qatar. Samantha de Bendern. Oui, dans le Qatar, parce que le quartier général politique du Hamas est au Qatar. Mais le Qatar est aussi un des pays de la région qui a le moins de relations avec Israël, qui n'a toujours pas de relations diplomatiques avec Israël. Mais le Qatar pourrait jouer un rôle, mais si vous voulez, le problème ici, et les Israéliens l'ont dit à demi-mot, c'est que la survie de l'État, la survie d'Israël est ce qui aura la primauté. Et dans ce cas-là, la vie des otages, si vous voulez, passe après. Disons clairement les choses, passe après. Voilà, passe après. Et ce qui est intéressant, c'est si on pense un petit peu dans un contexte historique, ceux qui nous écoutent et qui se souviennent des otages d'Entebbe en 1976, quand des otages israéliens ont été pris en otage en Ouganda et ont été sauvés par un commando israélien qui a fait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Le chef de ce commando était Jonathan Netanyahu, le frère de Benjamin Netanyahu, qui était lui destiné à un grand avenir politique et qui a été tué, un des seuls Israéliens tués pendant cette prise d'otage. Beaucoup d'Israéliens à qui j'ai parlé ces derniers jours m'ont dit et si il n'y avait pas eu Entebbe, si Jonathan n'avait pas été tué, peut-être que nous n'aurions pas la situation que nous avons aujourd'hui avec cette radicalisation en Israël, que beaucoup d'Israéliens accusent Netanyahou d'être aussi
d'avoir créé des conditions, enfin d'avoir accentué les conditions qui ont poussé Hamas à ces horreurs. Mais... Sans bien sûr oublier le fait que c'est Hamas qui les a commises et pas Israël. Oui. Mais si vous voulez, on est dans un cercle vicieux qui continue génération après génération ici. Et juste pour parler de la dimension religieuse, tous les pays arabes qui ont récemment fait des ouvertures vers Israël, ceux qui ont signé les accords d'Abraham, aujourd'hui sont dans une situation terrible. Bien sûr. Ils vont être obligés de prendre le côté des Palestiniens une fois qu'une opération terrestre aura commencé. Donc tout ce qui a été fait ces dernières années en Israël et dans le Proche-Orient est en train d'être détruit, risque d'être détruit dans les heures. Et s'écrouler. Merci beaucoup Samantha de Benderne. Merci Didier Billon. Oui, le Qatar, on en parlait avec Samantha. Le Qatar a un rôle important. J'ai une nuance avec Samantha. Allez-y. Je pense que le Qatar potentiellement peut jouer un rôle réel. Nous connaissons tout d'abord ses compétences dans le domaine des médiations et des négociations. Il l'a opéré à plusieurs reprises. Et puis, il faut pas sous-estimer que même si le Qatar n'est pas parti aux accords d'Abraham, il a quand même des relations régulières et de longue date avec Israël. Et par ailleurs, le Qatar a l'avantage, si je puis dire, d'avoir aussi d'étroites relations avec le Hamas. N'oublions pas que mensuellement, le Qatar verse 30 millions de dollars à la bande de Gaza, donc aux caisses du Hamas. Oui. Donc il a l'avantage, et ils sont peu d'acteurs et peu de protagonistes dans la région, à avoir l'oreille des deux protagonistes. Est-ce que pour autant ils vont parvenir à un cessez-le-feu, à des mesures de médiation? Je n'en sais strictement rien. Là, évidemment, l'émotivité est portée à incandescence, et ce qui m'affole, moi, c'est l'autisme qui prévaut dans la région. Merci Didier Billon, merci. Très intéressant, tout ce que nous venons d'entendre de votre bouche. Merci. Tout de suite, Sud Radio Média. Juste après les infos, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent mon confrère Guillaume Durand.